ça, Sophia, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle a commencé à faire de la politique. Enfin, étudier la politique plutôt, et finalement, elle s'est dit que... fini. Elle a même fini. Et finalement, elle a trouvé que le théâtre, c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vivant. Et maintenant, elle est là aujourd'hui, elle a aussi fait un master art, littérature et l'IDALCO. Voilà, elle a eu la parole. Merci beaucoup. Donc on va se présenter un tout petit peu. Effectivement, moi je fais les études politiques à la base, et en faisant mes études politiques, je vais assister à des cours théoriques autour du théâtre russe, et j'ai commencé à fréquenter beaucoup des salles de théâtre à Moscou, ce qui m'a amené à une idée de faire une recherche interdisciplinaire sur le théâtre politique en Russie contemporaine. Et en faisant ce travail, je me suis rendu compte que ce qu'on appelle science de théâtre, elle est, par rapport à d'autres sciences humaines, elle se trouve dans une situation méthodologique compliquée. Il lui manque beaucoup de méthodologie, de son propre langage méthodologique scientifique. Et d'autre part, les sciences humaines ne possèdent pas les outils analytiques pour le théâtre. Donc, d'où vient l'idée de continuer mes études, de les approfondir, les études théâtrales. Donc, je suis partie à Paris pour faire des études théâtrales, à Paris 3, où j'ai découvert un cours sur la traduction théâtrale, ce qui m'a amené vers un master de traduction littéraire, où j'ai rencontré Anthony. Et aujourd'hui, je fais de la recherche interdisciplinaire entre les arts et les sciences humaines. Et donc j'ai choisi le théâtre en tant que système de réflexion. En tant que système de réflexion qui est très complexe au niveau esthétique et au niveau philosophique. C'est, à mon avis, un des arts les plus complexes, qui réunit tous les arts. Et donc maintenant je lance un projet et j'ai invité Anthony à joindre, qui s'intitule « La traduction de la nouvelle dramaturgie russe, un nouveau discours sur la Nouvelle-Russie ». Donc pourquoi traduire ? Pourquoi traduire ? Parce qu'en vivant en deux pays et en faisant des études interdisciplinaires, j'ai compris dans quelle mesure était importante pour la compréhension de soi-même des rencontres. Des rencontres des idées, des rencontres des gens, des rencontres de nous-mêmes avec quelqu'un d'autre. Et si la culture est un ensemble des connaissances et des comportements de la société humaine, comme l'a défini Lévi-Strauss, traduire la culture est égal à la faire connaître à celui pour qui elle est étrangère. Donc la culture devient un objet de traduction. Et la traduction devient un pont entre les différentes visions de ce monde. Donc le monde aujourd'hui, qui n'est pas si clair, ni si uni, ni si facile à comprendre, il mérite et demande la traduction. C'est la raison pour laquelle je me suis lancée en traduction, notamment théâtrale. Et donc ce projet dont je voudrais parler un tout petit peu a pour le but de parler de la Russie contemporaine par le biais du langage du nouveau théâtre, des nouveaux textes théâtraux, de montrer l'évolution du théâtre russe après la chute de l'Union soviétique et de montrer que le mouvement Novel Drame ou la nouvelle dramaturgie qui fait l'objet de mon travail de recherche est un phénomène de la société civile dans la Russie post-soviétique. C'est un milieu unique. Pour moi, c'est un lieu de sécurité intellectuelle où fuient, par exemple, des journalistes. Quand on commence à poser des questions aux dramaturges contemporains sur leur parcours, il s'avère souvent que ce sont les journalistes, par exemple, qui se sont mis à écrire des pièces de théâtre en trouvant cette liberté d'expression dans les salles de théâtre. Et donc c'est un milieu unique dans lequel on trouve des racines de la réforme du théâtre russe contemporain. Et l'auteur dont la pièce nous avons traduite avec Anthony, il s'appelle Yuri Klavdiev. La pièce que nous avons traduite s'appelle Gronia Bois, ou en russe Tchapkelichi. Il appartient à un mouvement artistique, la nouvelle dramaturgie,
Il n'existe pas vraiment de consensus parmi les critiques de théâtre ni les scientifiques comment appeler ce mouvement, parce que Nova Drama, c'est un terme qui appartient à la fin du 19e, début du 20e siècle, et la personne qui a associé le plus souvent à Nova Drama, c'est Tchekhov. Et donc les gens, les dramaturges, cette nouvelle vague des dramaturges des années 2000, ils ont approprié cette notion de Nova Drama pour changer le théâtre. Parce que dans les années 90, avec le pays, on a perdu aussi le système théâtral. Le théâtre est devenu un lieu de désespérance sociale. Les gens quittaient les centres de recherche, les gens ont quitté des théâtres, et le théâtre a perdu le dramaturge en tant que une des figures centrales du processus théâtral. Donc ce qui se passe dans les années 2000, c'est vraiment prodigieux, parce que les gens de théâtre, ils décident de changer le théâtre. Ils décident de changer et ils le font. Il s'agit de l'initiative privée. Pendant 10 ans, ou même plus, pendant 15 ans, les gens organisent des festivals, des concours, des lectures, de nouvelles pièces théâtrales, des nouveaux textes théâtraux, sans aucun soutien financier de la part ni des ministères, ni de l'État, ni quoi qu'il soit. Et ça, pour moi, représente ce caractère unique de ce mouvement artistique qui, pour moi, est un système autonome, indépendant, et les gens l'ont fait parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et grâce à cet enthousiasme, aujourd'hui nous avons un panoplie des pièces contemporaines qui commencent à voir la scène, qui commencent à être traduites en plusieurs langues étrangères, à voyager, à participer au festival, etc. Et ça mérite vraiment la traduction parce que le dramaturge, il se sent responsable pas juste devant lui-même, mais devant la société. Il s'agit de la responsabilité sociale du dramaturge. D'où est lié le développement de la technique verbatim, du théâtre documentaire, de la recherche sociologique avant de créer une pièce, du discours sur les problèmes actuels, des conversations très franches et très ouvertes sur ce qui se passe dans la Russie contemporaine. Et donc nous avons choisi Yuri Klavdiev. Comment nous avons choisi Yuri Klavdiev? Moi, j'ai fait un travail de recherche sur la nouvelle dramaturgie lors de mes études. Et lors de mes études, j'ai lu un grand corpus de pièces de théâtre dans lequel j'ai trouvé cette pièce de Yuri Klavdiev, Grogne à bois. En total, il a écrit à peu près 18 pièces. Après, je laisserai la parole à Anthony pour qu'il présente en détail Yuri Klavdiev. Mais c'était, je vous avoue, un coup de foudre. Un coup de foudre parce que c'est la pièce qui parle à nous tous, qui parle des problèmes qui concernent toute l'humanité, mais sous une forme d'une fable, d'un conte qui paraît très, très léger, mais plus on lit, plus on décortique le sens et la profondeur de la pièce. C'est vraiment une pièce complexe et conseillée à plusieurs lectures. Voilà. Anthony, tu veux présenter un peu la pièce? Oui, alors, bon, je tiens à préciser que dans tout ça, c'est elle la spécialiste du théâtre russe contemporain. Voilà, Sophie l'a dit, elle a lu beaucoup plus de pièces que moi. Voilà, moi j'ai donc étudié ici à l'INALCO, j'ai fait ma licence en LCVR, russe, et un master où j'ai rencontré donc, Sophia. C'était un coup de foudre. C'était un coup de foudre intellectuel. Voilà, et donc les deux ont été intéressés par le théâtre. Moi-même j'ai écrit mon premier mémoire de première année sur le dramaturge Victor Rozov. Voilà, le mémoire de deuxième année c'était sur le Révisor de Gogol, ses grandes mises en scène. J'ai aussi, Milana l'a dit tout à l'heure, animé l'atelier de théâtre de Russie Nalco il y a 3 ans, il y a 4 ans. On a mis en scène quelques petites scénettes. La première année, on avait, je ne sais pas si c'est le moment de le rappeler,
Avec Madame Bottino qui enseigne ici à l'INALCO, on avait adapté une nouvelle de Tchekhov, Nadache. Voilà. Deuxième année, on avait joué Harms, en russe, Daniel Harms. Et la troisième année, c'était donc Vampirov. Voilà, moi, parallèlement à ça, je fais un petit peu de traduction, j'ai traduit Vampirov, que je compte mettre en scène aussi, d'ici peu. Voilà. Donc je ne suis pas vraiment un grand spécialiste du théâtre contemporain, donc Sophia, pour ces questions-là, est bien plus spécialiste. Voilà, donc elle a lu ce corpus, elle m'a présenté cette pièce que j'ai lue à mon tour et que j'ai beaucoup appréciée. Et voilà, donc on l'a traduite et c'était super. Donc je vais vous dire quelques mots sur l'auteur. Voilà, je vais vous lire brièvement sa biographie. Donc Yuri Klaviev est né à Togliatti en 1974. Il est passé de reporter au poste de rédacteur en chef de 3 journaux de sa ville. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure Sophia, c'est souvent ce qui se passe aussi bien en Russie qu'en France. Ce sont souvent des journalistes qui s'orientent vers le métier de scénariste, de dramaturge. Voilà, donc il était journaliste. Il a commencé très rapidement l'écriture, il dit à l'âge de 6 ans, mais très sérieusement, à l'âge de 20 ans, il a commencé à écrire ses premières pièces. Depuis 2002, il participe régulièrement au festival de la jeune dramaturgie Lubimovka. Donc c'est un festival de théâtre qui a lieu donc à Moscou, je crois, dans plusieurs théâtres, qui est je crois, une référence. Depuis 25 ans. Ouais, voilà. C'est une grande référence en tout ce qui concerne le théâtre russe contemporain, des nouveaux textes, du théâtre. Donc il a écrit 18 pièces. Ces pièces sont jouées à Moscou, Saint-Pétersbourg, en Estonie ou encore en Allemagne. Voilà. Donc il a aussi écrit des scénarios pour le cinéma. Je vais lire un petit extrait, c'est lui qui parle. Le théâtre me fascine, dans le bon sens. Il se trouve qu'il est bien plus vivant que le cinéma, il répond mieux aux changements dans le monde. Le théâtre est un organisme de réaction instantanée. Il est même devenu pour moi bien plus que cela. Donc ça c'est les mots de l'auteur. Un peu plus loin, il dit aussi « Mon grand-père a construit, donc ça c'est son histoire, hein. Mon grand-père a construit le premier théâtre à Togliatti, à Norilsk aussi. Il a été emprisonné là-bas avec l'artiste du peuple Georgi Gionov. Ils ont fondé le premier théâtre, aujourd'hui appelé le théâtre d'art dramatique de la ville de Norilsk. Mon père est metteur en scène de théâtre. Depuis longtemps, je ne me suis pas intéressé au théâtre, je pensais que c'était pas mon truc. Mais en fin de compte, il y a une sorte d'héritage génétique qui a fait le travail. Voilà, donc il est pas non plus extérieur à ce monde du théâtre. Voilà, son père était donc metteur en scène. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit? Donc dans ses pièces, l'auteur associe un réalisme brutal du monde où règne la violence et un monde de fantaisie, de légende. Yuri Klaviev, en tant qu'individu issu d'une culture urbaine et industrielle, est capable de réaliser une juste représentation de cette culture. Ses héros sont réalistes, la langue de ses pièces n'est pas le résultat de longs dialogues du dramaturge avec lui-même, c'est plutôt une langue entendue dans la rue, à la campagne, langue parlée par les adolescents. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Togliatti, est-ce qu'il faut préciser quel type de ville c'est, non? Ville industrielle, du nom de ce fameux communiste italien, où on fabriquait des voitures, je crois, ça. Voilà, donc Klaviev vient de cette ville. Voilà donc pour la biographie. Je lis le résumé peut-être de la pièce qu'on va... Oui? Ça va, on ne vous ennuie pas trop? Bon. Donc voilà, le résumé de la pièce, on va essayer de... C'est court. Dans une campagne reculée en Russie, une maison entourée d'un champ de maïs kolkhozien. Une petite fille, la fille des propriétaires, aide un renard à voler les œufs du poulailler. Naît alors entre les deux une amitié, une connivence qui les mènera à découvrir un complot, une alliance redoutable entre les araignées et les serpents qui projettent de détruire les hommes et leurs habitations. Devant ce danger, les animaux vont s'unir aux humains pour contrecarrer les plans destructeurs de cette union maléfique, plus affreuse que la mort. Voilà le résumé de la pièce. Oui, et pour info, on va faire la lecture avec les comédiens aujourd'hui à 18h. Donc nous avons, lors de notre répétition, nous avons décidé de ne lire que la moitié de la pièce. Et donc, on invite tout le monde à assister à la lecture. Voilà, revenez. Ce sera super frustrant de ne pas avoir la fin. On vous prévient d'avance. Ouais. Il y a on va lire que 4 scènes sur 6 scènes, donc vous n'aurez pas la fin du... Sur 7. Sur 7, pardon. Donc en fait, ceux qui ne supportent pas de ne pas avoir la fin des histoires, il faudra absolument venir voir ensuite Sophia et Anthony. Voilà. Voilà. C'est pour laisser un peu de suspense.
maintenant, on a préparé un petit brainstorming, donc c'est pour ça qu'on vous a posé la question tout à l'heure, savoir si parmi vous il y avait des russophones ou des russisants ou des russophones, enfin, des gens qui parlent russe et français. Voilà, voilà, il y en a deux en haut, super. Vous pouvez relever la main ceux qui parlent russe. Bien un peu plus haut, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a une dizaine, bon c'est super. Donc voilà, on a un petit jeu interactif, donc voilà, vous allez pouvoir participer. Donc pendant cette traduction qu'on a faite avec donc Sophia, là je tiens à préciser que c'était une expérience formidable. Voilà, merci Sophia. Et voilà, donc pendant cette traduction, on a eu quelques soucis de traduction, comme ça arrive souvent pour les traducteurs, il y a des expressions un peu difficiles à traduire. Voilà, donc on les a notées, on a pris notre petit carnet, et on a noté ces petites phrases qui nous ont posé des problèmes. Et on les a traduites bien sûr, mais on s'est dit que ça pourrait peut-être intéresser des gens qui s'intéressent à la traduction et au russe et à la pièce, et voilà, on peut peut-être faire une petite lecture d'abord en russe, ce qu'on va faire, de ces quelques répliques, et vous dire quelle réplique, quel mot, quelle phrase, quel extrait de phrase nous a posé problème. Et on va vous demander des propositions. Voilà. Oui, et avant qu'on commence ce petit atelier, juste quelques mots sur la traduction théâtrale. Qu'est-ce que c'est la traduction théâtrale en soi? Et donc, quelles sont les questions que nous nous sommes posées avant de commencer ce travail? Donc, qu'est-ce que ça veut dire traduire le théâtre? En quoi la tâche du traducteur du théâtre est différente du traducteur de littérature dans texte littéraire, dans texte prosaïque. Le théâtre peut-il être national ou international? Dans quelle mesure on peut adapter les traits nationaux du théâtre? Dans quelle mesure on peut penser au spectateur en traduisant le théâtre? Est-ce que traduire le théâtre, ça veut dire traduire un objet littéraire ou un objet scénique? S'il s'agit d'un objet scénique, qu'est-ce que ça veut dire traduire un objet scénique? Car le théâtre, un texte de théâtre, c'est un texte spectaculaire. Et à ce propos, je suis d'accord avec Lily Denis qui a dit que le bon témoin de la pièce étrangère est celui qui traduit non des mots, mais des situations. C'est-à-dire que nous, comme des traducteurs de théâtre, nous devons nous mettre toujours devant un défi d'imagination, d'imaginer la situation, d'imaginer ce texte qui vit sur scène. D'où vient un autre défi où, en trait de caractère du travail du traducteur de théâtre, c'est qu'il s'agit d'un travail collectif, s'il s'agit d'un bon résultat. Effectivement, déjà, nous avons choisi ce forme de travail en tandem. Donc nous travaillons à deux. Après, la deuxième étape pour nous, c'est la lecture avec des comédiens qui permet à nos oreilles d'écouter, d'entendre ce que nous avons écrit, parce qu'effectivement, on ne traduit pas du texte qui sera lu, on traduit le texte qui sera prononcé, qui sera dit. Donc on traduit de l'oralité, mais il s'agit de l'oralité scénique en plus. Donc on se pose beaucoup de questions, mais une des conclusions que j'ai tirées de ce travail, il ne faut pas se poser trop de questions, il faut y aller. Voilà, il faut y aller, et donc on va vous proposer effectivement quelques répliques. Et ceux qui veulent participer, vous êtes les bienvenus pour proposer vos variantes de traduction, et on va vous donner les liens. Mais je tiens à préciser que nous sommes ouverts à des précisions. Notre traduction n'est pas parfaite, et nous serons très, très contents de partager ce moment de travail avec vous. Alors, juste à citer, à donner une citation de Lily Denis, une grande traductrice qui nous a quittés il y a peu, tout comme Nikita Struve, si vous avez entendu parler de lui. Voilà, donc on va commencer. Donc on va lire les répliques, quelques répliques pour remettre un peu dans le contexte et vous dire quelle phrase nous a posé. Donc c'est девочка. Волчка, почему ты называешь его гражданин Малахов? Есть у нас
рос в лесу один дятел. Он так себя сам называл. Редкостно был тупицей, я тебе скажу. Ваш волчок по интеллекту примерно того же уровня, поэтому я оказал ему честь. Честь? А что, ваш дятел умер какой-то особенной смертью? Donc aussi, on propose de réfléchir ensemble comment traduire cette phrase «А что, ваш дятел умер какой-то особенной смертью?» Des idées? Какой-то особенной смертью. Alors, le verbe умереть en russe veut dire mourir et смерть en russe veut dire la mort. Donc ici, nous avons un conflit de répétition, mourir, de la mort. Donc comment on peut résoudre Donc n'hésitez pas. Hein. On répète peut-être. Умер какой-то особенной смертью. Je ne pense pas forcément très bien. Est-ce qu'il y a des propositions? Ваш дятел умер какой-то особенной смертью. Des propositions? N'hésitez pas, vraiment. Mort dans des circonstances quelque chose. Ah ah. Bien. Pas mal, pas mal. Dans des circonstances, alors. Quelque chose comme ça. Et des circonstances comment? Singulières. Pas mal. Je pense que gagner, on peut lire. Peut-être d'autres propositions? Spécifiquement avec la mort. Spécifiquement là. Особенно смерть. Смертью. Какой-то особенной смертью, да. Oui. Répétez, vous pouvez répéter? Oui, la fin de la phrase, je pense comprendre que c'est spécifiquement avec la mort, quelque chose avec la mort, non? C'est ça? Alors, au début de la phrase, j'ai pas vraiment compris. Redis-toi en russe, tu... А что, ваш дятел умер какой-то особенной смертью? Ici, смертью, c'est de l'instrumental, c'est-à-dire que la mort était particulière. Et dятел, c'est un pivert, hein. On a traduit ça comme ça. Ça, c'est un pie. Il y a des pies oranges et des pies verts. Donc, on a traduit par un pivert. Voilà. Donc le pivert est mort. Mais je pense que Manon, il a bien... C'est pas, ouais, c'est pas mal. Bon, donc notre proposition, est-ce qu'il y a d'autres propositions? On en a d'autres sinon. Non? Bon, votre pivert est mort dans des conditions particulières. Ah, conditions particulières, circonstances singulières, conditions particulières. Voilà. Umiliet smiertio, voilà, c'est donc mourir d'une mort. On peut mourir de sa belle mort, mais en l'occurrence là, c'était pas une belle mort. Dans ce contexte. Pas du tout. Voilà. Et encore une fois, c'était donc voilà, c'est une des difficultés qu'on a pu rencontrer. On va continuer si vous voulez, si ça va, ou ça vous plaît ce jeu? Oui. J'ai une question, parce que particulier, je me dis que la mort, c'est toujours, les circonstances sont toujours singulières et particulières, elle appartient à la personne qui meurt à ce moment-là, et du coup la question est que c'est plutôt inhabituel que particulier. Étrange, habituel? Dans des circonstances étranges? En tout cas, qui met en évidence que c'est quelque chose qui arrive. Dans des circonstances étranges. Parce que le particulier, Oui. Ça paraît bête, mais je pensais est mort de la mort. Est mort. Mais justement, c'est logique que ça implique ça implique la particularité. Ça, c'est un défi de traduction et pas forcément de la traduction théâtrale. Est-ce qu'on garde l'étrangeté de la langue de départ ou est-ce qu'on traduit, on francise le texte? Toujours la même question. Si on garde, effectivement, on aurait dû dire il est mort de la mort étrange, d'une mort étrange. D'une mort particulière. Il est mort d'une mort particulière. non, parce que tout le monde meurt d'une mort particulière. Spécifique. C'est que le particulier, il est ordinaire, chaque personne est unique, particulier, c'est absurde, une mort c'est inhabituel. Une mort particulière, c'est absurde. Non, mais Non, chacun a un mort. Et c'est pour ça que, d'où la proposition des circonstances particulières. Oui. Il n'y a absolument rien d'étrange et de non naturel en français dans la pétition. Paul Fort, biologique par Brassens, bonhomme qui va mourir de mort naturelle. Ouais. Donc moi je n'ai absolument aucun obstacle à garder et à dire l'original et à dire il est mort d'une mort Merci, Jean-Bernard. bizarre, il est mort d'une mort Paul très Fort. particulière. Paul Fort. Bon, je ne trouve pas que ce soit étranger au français, même si c'est rare en français. Donc, c'est vrai. bonhomme est mort d'une mort naturelle. Mais précisément dans le cas de la mort, on peut le dire. Il est mort d'une mort étrange, il est mort d'une mort
Vous n'avez rien de naturel, les morts d'une mort. Mort d'une mort étrange? Non, je ne sais pas si c'est étrange qu'il faut dire, mais ce que je Mort voulais d'une dire mort simplement, c'est que particulière? la répétition, Pas particulière. l'objet terme Étrange. en français n'est pas totalement étranger à la structure de la langue. Ok, Peut merci. rencontrer. Merci, mademoiselle. Et si on garde par exemple le mot mort, mais si par exemple on supprime le verbe mourir et on utilise par exemple le verbe subir ou même vivre, s'il a vécu la mort particulière ou s'il a subi la mort particulière. Subir une mort. Je sais pas si on subit une mort. Oui, on a subi. Mort d'une mort, vous dites? Allez, qui est pour mourir d'une mort, quelle qu'elle soit? Mort, ouais. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il y en a 6. Mourir d'une mort. Oui, mais je crois qu'il y a pas Gimnut. Poétique, mourir d'une mort. Et oui, puis périr, tu péris au combat. Mais c'est comme Gimnut, en fait, c'est pas Gimnut. C'est ça, je pense. Mourir d'une mort, c'est plus poétique, ouais. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est la petite fille qui parle et. Je sais pas, la petite fille, elle est pas pauvre. Ah, oui, pourquoi pas, c'est vrai. Donc la poésie du langage enfantin, quelque part. Merci, Paul Fort. Voilà. Bon, on valide ça, mourir d'une mort. Comment pourrait-elle être, cette mort? Mort d'une mort pas naturelle? Pas étrange, hein, dramatique? Non, c'est une petite fille dramatique. Oui, une mort spéciale. D'une mort spéciale. Spéciale, c'est pas mal. Allez, spécial, jeune homme? Il n'est pas mort d'une mort normale? Il n'est pas mort d'une mort normale. C'est pas beau? Pas mort d'une mort normale. Donc en fait, voilà, bon, les étapes où on est, c'est essayer d'être au plus juste du texte, au plus juste du sens, et après il y a l'esthétique. Donc c'est pas beau, c'est ce que vous dites, oui. Bon, je sais pas. Après c'est une question de goût. Hein. Je crois que c'est l'étape finale dans la traduction. Bon, on va essayer de passer à autre chose, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok, alors. Tout ça? Кажется, что-то вырисовывается. Но окончательно мы сможем в этом убедиться, если найдем их штаб. А у них есть штаб? У всех, кто задумывает масштабные злодеяния, всегда есть штаб, дубина. За дубину ответишь, морячок блохастый. Понял? Блохастые, ща бы мычало. Предлагает личным разногласиям вернуться после того, как мы найдем штаб. А il y en a plusieurs. Кажется, что-то вырисовывается. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention. Кажется, что-то вырисовывается. Donc c'est de вырисовать ça, да. Donc, quelque chose qui se dessine peut-être? Il me semble que tu es en train de dessiner. Il me semble que vous dessiniez. Кажется, что-то вырисовывается. Il me semble que tu vas dessiner. Quelque chose plutôt. Oui. Что-то. Oui, quelque chose, что-то. Oui. Il me semble que quelque chose se dessine, se profile. Oui, par exemple, comme ça. Oui. Attention, la phrase d'après. Но окончательно мы сможем в этом убедиться, если найдем их штаб. Но окончательно мы сможем в этом убедиться. Окончательно мы сможем это понять. Окончательно... On vous donne la traduction de la deuxième phrase. Mais on pourra en être sûr que si l'on trouve leur quartier général. Voilà, c'est la réponse à la première phrase. Кажется, что-то вырисовывается. А где ударение? Вырисовывается. Les Russiens. Des propositions? N'ayez pas peur. Qui comprend ce que ça veut dire? Кажется, что-то вырисовывается. Il mène une enquête en fait, c'est ça hein, le sujet. C'est que on a une piste, on dirait qu'une piste se profile, peut-être, non? Il me semble que quelque chose se dessine. Une piste se profile, contient une piste. Ça dépend de parle. Contient une piste. Ça dépend du langage. Une piste se profile pas? Non. Ah, pourquoi pas? Hein?
Quelque chose se dessine. Et puis ça paraît, non, mais quelque chose se dessine, c'est pas grave avec ça. Quelque chose se dessine. Quelque chose se dessine. Vous voyez, mais là c'est pareil, enfin, c'est Précis. précise, se dessine. Oui. Pour moi, c'est le sens, quand je suis russe, Oui. pour moi, c'est le sens que il me semble que quelque chose bientôt deviendra clair. Ah, Ça, c'est le sens. bon, on va vous dire ce qu'on a proposé du coup. Et comment on faisait, comment on travaillait avec Anthony dans ce genre de situation? Moi, je demandais à Anthony, je décrivais une situation dans laquelle moi, j'aurais pu utiliser cette phrase en Quelque russe. chose prend forme. Pardon? Quelque chose prend forme? Quelque chose prend les formes. Prend forme. Quelque chose prend forme. Il me semble que quelque chose prend forme. Et Ouais. puisqu'on traduit de l'oralité et des situations, moi, je mettais Anthony dans des situations dans lesquelles on pourrait spontanément dire cette phrase et je lui demandais, je le provoquais à dire spontanément. Je dis, qu'est-ce que tu dirais spontanément si je disais ça ou si je faisais ça? Ça, c'est une des options de travail. Et spontanément, nous avons choisi. Alors là, ça commence à être plus clair. C'est-à-dire que les personnages commencent à comprendre ce qui se passe. On a pris un peu plus de liberté. Sur stala yasnie, là, ça se dit ça en russe. Hein. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est la même chose. Est-ce que quelque chose deviendra clair? Oui, plus clair. Bon, vous êtes d'accord avec cette... Oui. Non? Bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est lui qui décidera de faire la Allez, on continue. Ensuite, но окончательно мы сможем в этом убедиться, если найдем штаб. А у них есть штаб? У всех, кто задумывает масштабные злодеяния, всегда есть штаб Дубина. Задубин ответишь, морячок блохастный, понял? Блохастый, чья бы мычала. Ну, patati patata. Donc ici, ce que nous avons Dubina. Il faut préciser que c'est un chat et un chien qui parlent. Hein. Ouais. Ok. Nous avons l'expression морячок блохастый. Parmi les Russes, est-ce que quelqu'un a entendu dire морячок блохастый? Кто-нибудь слышал когда-нибудь морячок блохастый? En russe. Да, Non. да, когда-нибудь кто-нибудь слышал морячок блохастый? А? Когда-нибудь? Donc, ici nous avons... nous sommes partis d'une idée que морячок блохастый, c'est une expression argotique d'auteur. Donc si on traduit littéralement морячок блохастый, en français, ça va donner rien du tout. Donc, et чья бы мычала, c'est une expression coupée. Мычала, c'est faire mouh. C'est une vache, c'est une vache qui crie. Non, мечтать. Non, c'est pas мечтать. Non, c'est мычать, ça vient de мычать. Et c'est une expression russe coupée, чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. C'est quand quelqu'un vous fait une reproche et vous lui dites gentiment que tais-toi. Ah, il y a aussi Dubina. Dubina. Ouais. Voilà, on relit et vous nous proposez ce que vous avez. Dubina, морячок блохастый et chat бы мычал. Voilà, c'est les expressions qu'on a dû traduire. On relit Ouais, non? Vas-y, on relit. Donc, у них есть штаб. У них есть штаб. У всех, кто задумывает масштабные злодеяния, всегда есть штаб, Дубина. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Dubina. Donc, ça Dubino ответишь, petit instant. Qu'est-ce que vous proposez par Dubina? Pardon? Con? Comment? Stupide. Ok, con, stupide. D'autres propositions? Bon, nous, on a proposé andouille. C'est quand même plus gentil, andouille que con ou stupide. Andouille, voilà. Tu vas voir qui c'est l'andouille. Et là, Sacapuce. Oui, Sacapuce, on a dit Sacapuce, pourquoi Sacapuce? T'as proposé ça. J'ai proposé Sacapuce, parce que c'était un chat qui parlait à un chien. Non, le chien qui parlait au chat, Sacapuce. Quand même. Voilà. Et alors donc, за Dubino ответишь, морячок блохастый. Понял, ce que vous proposez. On va finir sur ça. On a un peu de temps, comme il est là.
je propose qu'on lise comment nous avons traduit ce passage. J'ai encore juste une petite Il y a chose une à dire. proposition, vas-y. Oui, plus de temps. Ouais. On n'a plus le temps? Il nous reste 2 minutes. Genre 1 minute. Bon, il y a des propositions pour tout ça? Oui? Je voulais... Oui? Non? Bon, lis comment t'as... Alors, donc, Rumpel. Tous ceux qui veulent commettre des crimes d'envergure ont un quartier général Andouille. Tu vas voir qui c'est l'Andouille, Sacapuce, hein? Sacapuce, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà, Sacapuce, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Chabomuchal, c'est ce qu'on vous propose, puisque vous êtes d'accord. L'hôpital qui se fout de la charité. Parce qu'il parle de Sacapuce en plus, c'est le chat qui répond au chien. Ouais? C'est pas mal? Bon, bah c'est bien. On s'est mis dans les situations. Et juste la dernière chose dont je voulais parler, il y a un autre passage où, alors je vais lire. 17 плохое число. Где-то я слышал, что иероглиф 17 похож на иероглиф слова смерть, и поэтому в Китае не бывает 17 этажа. Лист, не 17,4 и не в Китае, а в Корее. В любом случае здесь не Китай, здесь средняя полоса. И в этой средней полосе ты уже больше 130 дней мне должен 3 пачки чая. Ici, un défi, c'est средняя полоса. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, средняя полоса? Средняя полоса, c'est une notion géographique qui a apparu à la fin du XVIIIe siècle dans les livres sur les forêts. Et donc la Russie était divisée en partie nord, après partie médium et partie sud. Et donc cette partie médium, elle est très large, c'est pas très fixé comme notion, et c'est tout ce qui n'est pas ni nord ni sud. Donc средняя полоса. Quand vous dites à quelqu'un en Russie средняя полоса, tout le monde comprend à peu près que ça peut être des régions différentes. Donc si on traduit littéralement en français, ça ne veut rien dire parce que cette notion n'est pas appliquée dans la géographie enseignée à la française. Donc, nous avons dû réfléchir comment on pourrait remplacer средняя полоса. Donc, et vu qu'il s'agit du ghetto de Varsovie dans ce texte, et ici, il y a quelque chose qui est opposé à la Chine et à la Corée, nous avons choisi l'Europe orientale. Donc, ici, ce n'est pas la Chine, ici c'est l'Europe orientale. Et dans cette Europe orientale, cela fait plus de 130 ans que tu me dois 3 paquets de thé. Avant de le faire, j'ai contacté Yuri Klardiev pour lui demander s'il était d'accord avec ce changement. Et comme c'était un écho avec le ghetto de Varsovie, et il était très content. Il a dit « Молодцы, bravo, vous avez bien choisi ». Donc ça c'est un des défis de traducteur, et ici nous avons dû adapter une notion géographique pour un spectateur français. Juste la question, est-ce que vous êtes d'accord avec cette traduction? On dit éventuellement l'Europe de l'Est ou la Mitteleurope. Europe centrale peut-être alors. Oui mais attendez, l'Europe centrale c'est pas ça, parce que là il s'agit de c'est où? C'est dans une campagne qui serait plutôt... Ce serait... L'Europe de l'Est à la rigueur, mais pas l'Europe orientale, c'est ça. Bah ça se dit, oui. Ce que vous voyez, c'est les lignes, mais centrales aussi. C'est-à-dire centrale, oui mais là si on dit Europe centrale, c'est l'Ukraine, c'est la Pologne, c'est ça? Je crois. Voilà. L'Europe de l'Est. Oui mais venant de russe, dire l'Europe de l'Est, ils disent pas l'Europe de l'Est, non? Si? Je sais pas, écoutez, j'en sais rien. Oui? Non, mais on fera cette personne. Hein. Alors, l'Europe de l'Est, oui. Bon. L'Europe de l'Ouest. Pour ceux qui sont... pourquoi pas? Qui sont de l'autre côté. Alors, Europe de l'Est, oui. Moi, j'aime bien l'Europe orientale. Bon, Europe de l'Est. D'autres propositions, non? L'Europe orientale, en général, c'est plus vers le Caucase, quand même. Hein. C'est plus ah ouais? Que... Bah ça c'était vraiment un défi de traduction, un problème de traduction, question géographique. Voilà, bon écoutez, on va arrêter là-dessus. Donc on vous invite à revenir à 18h pour donc, la lecture collective de la pièce Grenier à bois de Yuri Klavdiev, avec en présence des comédiens. Merci. Merci à tous les deux et à tout à l'heure. Oui. Et donc si vous n'avez pas regardé, c'est tout dans le programme à la fin du spectacle.